J'aime pas le communisme. Il y a plein de gens qui s'y sont essayés et ça a jamais marché, alors arrêtons de croire que c'est une bonne idée. Par contre, s'il y a bien une pensée de Karl Marx que je trouve géniale, c'est la dictature du prolétariat. Car dictature est toujours synonyme de changement. Donc, quoi de mieux que d'en imposer une temporaire pour réveiller le peuple et changer tout ce qui va pas. Et sérieux, pose-toi réellement cette question. Ce qu'on déteste le plus, la dictature, serait-elle parfois plus efficace que ce qu'on chérit le plus au monde, la démocratie? Car ouais, cette démocratie, tout ce qu'elle fait, c'est se ramollir et se corrompre de plus en plus au cours du temps. Donc peut-être que la dictature, c'est la solution. Parce que déjà, qu'on le veuille ou non, dictature est synonyme de changement. Qu'il soit positif ou négatif, quand un bougre obtient les pleins pouvoirs, il n'y a aucune chance qu'il laisse le gouvernement comme il était avant. Et malgré tout, un dictateur peut effectuer des changements positifs tout au long de son règne. Soit via un certain altruisme, ce qui est plutôt rare, soit en assouvissant ses intérêts personnels. En effet, aider son peuple peut être une étape pour atteindre un objectif précis. Donc je vais te montrer 3 exemples de dictatures ayant eu des effets positifs sur leur nation. Le premier des 3, c'est celui de Napoléon Bonaparte de 1799 à 1815. En effet, être le seul au pouvoir a permis à Napoléon de mettre en place des mesures nouvelles ne pouvant être contestées. On parle du premier code civil, du laisser public et même de l'idée du mariage civil. Mais pour moi, les meilleures mesures sont celles de la Banque de France et de la centralisation du système administratif français. Déjà, la Banque de France permet une monnaie stable et dans laquelle les gens ont confiance, ainsi qu'un système d'emprunt fiable qui a créé les conditions nécessaires pour, 100 ans plus tard, mettre en place le crédit populaire tel qu'on le connaît. Ensuite, le fait de centraliser le système administratif permet de meilleures communications entre les fonctionnaires et donc globalement un pays qui marche mieux. Tout est standardisé et fonctionne sur les mêmes bases de données. Oui, elles sont pas encore sur ordi, mais si on change le format des fiches de paye selon les régions, tout le monde se perd. Mais grâce à Napoléon, c'est bon, il y aura beaucoup moins de problèmes de logistique. D'ailleurs, tout ce qu'il a mis en place, des lycées au code civil, tout ça vient juste après un chaos total. Car je te rappelle qu'en 1799, juste après les révolutions et les démocraties bizarres, la France est à feu et à sang. Certes, il n'y a plus de monarchie, mais il y a des guerres civiles, la terreur, la famine et de l'inflation. Mais Napoléon arrive, il écrase ses opposants et, vu la grandeur de ses ambitions, fallait bien qu'il redresse la France. Ensuite, le deuxième régime n'est pas français cette fois-ci, mais il est tout aussi intéressant. On est en Turquie, début du XXe siècle. L'Empire ottoman, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, est en train de s'effondrer. Il y a un masse de corruption, la religion prend le dessus et surtout, il n'y a aucune industrialisation. Or, à l'époque, des grosses machines comme celle-ci, c'est très courant en Europe. Donc, ouais, ils sont vraiment dans la merde. Et c'est là, en 1920, que surgit notre dictateur. Un militaire laïque, obsédé par le progrès et l'Occident, j'ai nommé Atatürk. Il fait un coup d'état, dissout le califat, ce qui était impensable pour l'époque, et commence à transformer radicalement la Turquie. Dites-vous qu'il change l'alphabet en seulement 1 an. On passe ainsi de l'arabe au latin. Il interdit également le port du voile dans l'administration et il impose aussi l'école laïque à tout le monde. Même les musulmans les plus extrêmes n'y échappent pas, car on est sur une dictature. De plus, il nationalise les infrastructures pour moderniser le pays, comme l'école, les transports, l'énergie et même les banques. Mais le truc le plus incroyable à mon avis, c'est qu'il donne le droit de vote aux femmes avant la France. C'était en 1934, soit 11 ans avant elle. Comme quoi la vision seule d'un homme peut changer positivement un pays tout entier, même si les avis du peuple sont tous contre lui. Car si la vision voit long terme, alors les pensées court terme des citoyens biaisés n'ont plus aucune valeur. Bon, encore faut-il, je te l'accorde, que la vision soit juste et bien fondée. Enfin, le dernier exemple est tout aussi marquant à mon sens, et je pense que toi aussi, il va te marquer. Donc cette fois-ci, voyageons en Chine en 1977, ça fait 15 ans que le grand bond en avant lancé par Mao Zedong a échoué. La Chine est mal, très mal. Attends, mais juste avant, c'est quoi le grand bond en avant? Bah, c'est une idée farfelue apparue de la vision communiste de Mao. L'idée était de transformer en quelques années un pays agricole et pauvre en superpuissance industrielle. Pour ce faire, supprimons la propriété privée et utilisons les jardins et les champs pour produire du fer, a pensé Mao. Car le fer, c'est celui qui lance la grande machine qui est l'industrialisation. Sauf qu'ici,
ça peut pas marcher. Puisque si tous les champs sont maintenant publics et uniquement utilisés pour produire du fer, comment on fait la bouffe? Entre 30 et 40 millions. C'est le nombre de morts qu'a causé cette idée présumée incroyable. En plus, au début, personne n'a dit à Mao Zedong que c'était de la merde, car tous ses serviteurs lui ont menti sur les chiffres pour éviter de le froisser. Bref, tout ça pour te dire qu'en 1977, tu l'as compris, c'est vraiment la merde. Il y a une crise culturelle et économique, sans oublier cette énorme tristesse dont font part tous les Chinois. Et c'est un an après, en 1978, qu'arrive le gars qui va tout changer. Et devinez quoi? Il met en place une dictature. Oui, bon, c'était déjà le cas avec Mao Zedong, mais cette fois, c'est pas du tout la même chose. Ce gars, c'est Deng Xiaoping, il est communiste. Mais lui, il a compris un truc que peu de communistes ont compris. Le capitalisme, c'est bien. Donc, il a tout gardé communiste, mais en autorisant la création de petites entreprises privées, la vente de production des paysans et en ouvrant la Chine au commerce international via les zones économiques spéciales. Des endroits où le capitalisme est à son prime, mais que pour les étrangers. En gros, c'est là où les étrangers investissent dans la Chine. Résultat, l'économie explose, la Chine devient l'atelier du monde, les villes deviennent beaucoup plus riches et technologiques, mais surtout, en 20 ans, des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté, et même s'ils sont à l'autre bout du monde et qu'on pige rien à ce qu'ils racontent, c'est quand même pas si mal. Mais malgré tout, dans nos esprits, la dictature c'est toujours mauvais. Et en vrai, je te l'accorde, c'est souvent mauvais. Mais bon, rappelle-toi quand même de cette citation qui est assez importante. Tant que les lions ne sauront pas écrire, l'histoire continuera d'être écrite par les chasseurs. Ici, les lions, c'est les dictateurs et les chasseurs sont les gouvernements qui naissent après avoir tué une dictature. Or, rappelle-toi de ça aussi, c'est toujours le gagnant qui décide qui était le méchant et qui était le gentil. Donc, ce gouvernement nouveau ne fera jamais les louanges de ce qu'il vient d'abattre, même s'il devrait. Alors maintenant, soyons réalistes. Établir une dictature pour faire renaître un pays, c'est impossible. Ou plutôt, quasiment impossible. Car oui, j'ai encore le droit de rêver et je vais surtout pas m'en priver. En plus, si t'es resté à m'écouter jusqu'ici, ce que je vais t'expliquer va peut-être t'intéresser. Car je vais énoncer la manière actuelle de changer un pays via une dictature temporaire. Et j'insiste sur le temporaire, car le but c'est d'arriver à un pays le plus libre possible. Or, dictature est l'inverse de liberté. Ok, la première étape est de former un groupe d'individus ayant les mêmes idéaux, c'est-à-dire une foi inconditionnelle en l'humanité et une envie profonde de changement. Ce groupe a ensuite un seul moyen de prendre le pouvoir. Oui, c'est la deuxième étape et je pense que tu l'as deviné, un coup d'état. Mais attention, le but c'est de tuer personne, mais aussi que les idées du groupe résonnent avec celles du peuple. Enfin, plus ou moins. Évidemment, les idées du groupe seront bien meilleures. Du coup, plusieurs membres devront avoir pris place dans la politique. On parle de députés, de sénateurs et même de ministres. Le mieux serait d'ailleurs que le président soit partisan de ce plan visant à la dictature, mais bon, faut pas rêver. Ensuite, avec tout ce réseau politique vient un immense réseau économique et militaire. C'est donc là que va se faire le coup d'état avec une petite armée soutenue de tous les côtés. D'ailleurs, dans l'armée, il n'y a pas que des hommes. Car pour faire comprendre au peuple que le coup d'état est leur meilleure solution, faut avoir une armée de journalistes. Des gens qui vont pas les lâcher sur toutes les chaînes pour qu'au final tout le pays ou presque soit pour le changement. Et c'est là, après que le coup d'état ait fonctionné, que l'étape 3 va débuter. On est sur une dictature avec les 2-3 mecs à la tête du groupe qui sont au pouvoir. Et surtout, le pays en question ne sera plus jamais le même. Réforme par-ci par-là, nouvelle loi tous les jours, tout le monde exécute sans discuter, la nouveauté est inarrêtable. Certains sont contre, mais au final, ils peuvent rien faire, car s'ils sont mécontents, c'est prison et sang. Passer par la case départ. Quand des gens déterminés on les commande, tout va très très vite, surtout quand personne ne discute leurs décisions. D'ailleurs, s'ils décident de tout seuls, ils vont faire des choix subjectifs. Et à l'échelle de millions d'habitants, la subjectivité, c'est pas super cool. Bah, c'est bien pour ça qu'avant, les 2-3 dirigeants, ils faisaient partie d'un groupe. Et même si j'ai présenté la formation de ce groupe très rapidement, en réalité, ça a pris des années. Années durant lesquelles, en plus d'agrandir leur champ d'action, ils ont réfléchi, débattu, mais surtout trouvé des solutions. Donc tous ces choix au premier abord irréfléchis sont au final le fruit de plein de visionnaires. Bref, en 4-5 ans, l'économie explose. Les gens sont à leur pic de bonheur et le système dans son ensemble est nouveau. Il toucherait même la perfection selon certains. Et j'aimerais bien vous dire pourquoi, mais je peux pas car j'ai pas les connaissances ni les compétences nécessaires pour vous expliquer. Et tout ça, je le rappelle, en seulement 4-5 ans. Et puis tout d'un coup, après tant de modifications, stop.
c'est fini. La dictature n'a plus rien à apporter aux citoyens. On arrive donc à la quatrième et dernière étape de cette renaissance, le retour à la liberté. Un nouveau système démocratique est établi et évidemment vient avec lui toute une constitution et plein de textes fondamentaux qui le rendent solide. Des élections ont lieu et ça y est, tout est bien qui finit bien. Sauf qu'évidemment, oui, tout cela n'est qu'un rêve. Et en réalité, je dirais même que c'est une utopie. Un monde idéal, impossible à réaliser en conditions réelles. Mais même en sachant ça, il y a une super morale à tirer de toute cette histoire de dictature. D'ailleurs, essaye de la trouver. Qu'est-ce que t'en tires de tout ce que je viens de te présenter? Qu'une minorité déterminée peut tout changer? Ouais, c'est pas faux, mais c'est pas ça l'idée. Que de bons leaders peuvent transformer un pays en seulement 5 ans? Ok. Mais on n'y est toujours pas. Que le pouvoir bien utilisé peut devenir une arme de création massive, clairement, mais même ça, c'est pas le cœur du message. Ce dont je voulais vraiment te parler à la base, c'est de la zone de confort. Je sais que tu l'avais pas vu venir et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors laisse-moi t'expliquer. Un système fonctionne avec des dirigeants et un peuple logique. Les deux se créent une zone de confort dans laquelle ils se satisfont et qui les empêche de vouloir le changement. Du côté dirigeant, ils évitent les réformes par peur du chaos. Ils ne sont entourés que par des gens qui pensent comme eux, donc personne ne voit au-delà du connu, des chiffres, des statistiques, qui ne sont d'ailleurs jamais assez mauvaises pour qu'ils s'en préoccupent réellement. Ils finissent par gérer un système en déclin, comme s'il était encore en croissance. Ils ne voient pas la réalité, ou plutôt ils ont peur de l'affronter, car leur zone de confort est très agréable, son nom n'est pas choisi au hasard cela dit. Et côté peuple, côté populace, c'est grosso modo la même chose. On s'habitue au dysfonctionnement car au final on a toujours vécu comme ça. La seule chose qui nous pousse à ne rien faire, c'est la peur du changement. Car s'il est peut-être meilleur que notre situation actuelle, globalement on relativise sur notre situation. Au final on a de la chance d'être né en France, il y a des gens, ils ont même pas la chance qu'on a. Le pire c'est qu'on critique tout, mais on fait rien. Et on va même jusqu'à rejeter ceux qui veulent changer les choses puisque la peur de l'inconnu mêlée au confort habituel sont toujours les gagnants. D'ailleurs, moins on agit, plus notre zone de confort se réduit et moins on veut changer les choses. C'est un cercle vicieux. Au fait, cette zone de confort, elle s'applique à l'échelle d'un pays, certes, mais elle s'appliquerait pas aussi à l'échelle d'un individu. Sérieux, t'es sûr que t'es pas bloqué dedans? Dis-toi que faire le premier pas, c'est le plus difficile. Moi, par exemple, au moment où j'ai écrit ces lignes, il était 22h. J'avais passé la journée à jouer à Stardew Valley et je peux te dire que me mettre au travail, ça a pas été facile. Il a fallu que je sorte de cette zone de confort qu'en réalité je m'étais procuré tout au long de ces derniers jours. Et finalement, c'est comme faire un grand 8 pour la première fois. Au début, t'as peur, t'as pas envie d'y aller, tu transpires et t'as la boule au ventre. Mais au final, dès que t'es dedans et que tu fais des loopings, bah t'es heureux. Donc n'oublie jamais que plus tu retardes ton premier pas, plus ce sera difficile de le faire. Et pour revenir au sujet principal de la vidéo, selon moi la dictature c'est le meilleur moyen pour faire ce premier pas vers le pays le plus heureux du monde.